Nous sommes en 1917 et Lénine mène la révolution en Russie. Il arrive à retirer le pays de la Première Guerre mondiale et rend le pays communiste. Ce Russe mourra cependant d'une hémorragie cérébrale le 21 janvier 1924. À sa mort, Staline arrive à la tête de l'Union soviétique. Mais mystérieusement, par un hasard incroyable, ses opposants ont soudainement arrêté la politique ou ont tout simplement disparu. On se demande bien pourquoi. Il transforma une économie basée sur l'agriculture en une économie industrielle, et quiconque osait le critiquer ou s'opposer à lui était soit tué, soit envoyé en Sibérie dans des camps de travail. Salut à tous, c'est NeoNachos et aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre froide. Générique. Celui-là, le vrai. Ce monteur. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, parce qu'un homme à la moustache tente de conquérir le monde. Et il faut le reconnaître, au début ça marche plutôt bien. Hitler arrive jusqu'à Moscou, et les Russes ont besoin d'aide, sinon la ville se fera prendre. Ils appellent donc leur meilleur allié, celui qui les a toujours aidés, celui qui a permis de vaincre les ennemis les plus puissants, l'hiver. Rigolez pas, grâce à ça les Russes arriveront à prendre Berlin. À ce stade de la guerre, l'Amérique, le Royaume-Uni et l'Union soviétique s'entendent assez bien, enfin pour l'instant, et font des réunions pour voir ce qui se passerait après la guerre. La Seconde Guerre mondiale prend fin lorsque les États-Unis larguent leurs bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Staline était alors responsable des pays de l'Europe de l'Est, et donc des élections, qui étaient bien évidemment libres. Libres. Les États communistes, définis par Staline, constituaient un mur entre l'URSS et l'Occident, et servaient d'état tampon. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un état tampon est un pays situé entre deux ou plusieurs grandes puissances rivales et potentiellement hostiles. Son existence même est censée prévenir des conflits entre ses voisins, qui peuvent l'avoir créé à cette fin. Ils allaient de l'Allemagne de l'Est, en passant par la Tchécoslovaquie et la Hongrie, jusqu'à la Yougoslavie. Quelques années plus tard, les Britanniques ont dû intervenir dans la guerre civile grecque, qui a duré de 1946 à 1949, pour empêcher une prise de contrôle par les communistes. Cette guerre est la première insurrection communiste après la Seconde Guerre mondiale, mais certainement pas la dernière. En Turquie, les Russes ont commencé à réclamer plus de contrôle sur les accès marins de la Turquie, incitant les États-Unis à envoyer des navires grecs là-bas. Un autre pays où ça ne se passait pas super bien entre les Russes et les Américains était l'Iran, qui après la Seconde Guerre mondiale était occupé à la fois par les Soviétiques et par les Britanniques. Un accord garantissait le retrait des deux pays une fois la guerre terminée. Les Britanniques se sont donc retirés, mais pas Staline, qui est resté, parce que les Russes ne connaissent pas le respect. L'ONU a dû donc faire pression sur l'URSS pour qu'elle se retire. L'OTAN a ensuite été établie, et c'est à ce moment-là que les Soviétiques ont compris que les Américains voulaient détruire le communisme. Beaucoup voient ce moment comme la déclaration officielle de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des villes européennes étaient détruites, et il ne restait plus que des ruines. Il n'y avait pas assez de nourriture, c'était la dèche. Staline pensait donc que les Européens se tourneraient vers le communisme. Mais les États-Unis ont compris ce que Staline prévoyait de faire et ont rapidement pris des mesures pour le contrecarrer. Dans le cadre du plan Marshall, ils ont envoyé 12 milliards de dollars à l'Europe de l'Ouest pour sa reprise économique. Les pays du bloc de l'Est de Staline regardaient donc avec envie tout cet argent qui allait aux pays juste à côté d'eux. C'était une véritable bataille économique entre le capitalisme et le communisme en Europe. Et si les nations d'Europe de l'Ouest se développaient plus vite et mieux que celles de l'Est, ce serait une défaite pour Staline. Il a alors mis en place son propre plan de relance économique, ce qui lui a permis d'ailleurs de renforcer encore plus son contrôle politique sur le bloc de l'Est. Mais la ville qui a le plus souffert pendant cette guerre était sans aucun doute Berlin. À plus de 160 km derrière les lignes soviétiques, la ville avait été divisée entre les Alliés et les segments occidentaux étaient encore sous le contrôle occidental.
Les Berlinois de l'Est pouvaient voyager librement dans Berlin-Ouest, voir comment l'Ouest se débrouillait. Et ils se disaient que le communisme, ce n'était peut-être pas là la meilleure des choses. Quand Staline comprit tout ça, il voulut que l'OTAN parte de Berlin-Ouest. Il a donc d'abord essayé de bloquer les itinéraires d'approvisionnement de Berlin-Ouest. Il était sûr que ça allait marcher. Il n'y avait pas de raison que cela échoue. Les Alliés ont commencé à envoyer les provisions par avion, et Staline ne pouvait rien faire contre ça. Il a donc mis fin au blocus. Le dirigeant soviétique commençait à se montrer de plus en plus agressif, surtout après ça. De plus, l'URSS avait développé sa propre bombe atomique, et les États-Unis n'avaient plus le monopole nucléaire. Tout le monde savait que si une guerre éclatait entre les deux puissances, ce serait la fin du monde. En plus, la Chine, qui était devenue communiste, avait signé un traité de défense mutuelle avec l'Union soviétique, et c'était une terrible nouvelle pour l'Occident. Mais les choses s'empiraient. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée était divisée en deux. Au nord, les soviétiques avaient instauré un régime communiste. Au sud, l'Amérique avait mis en place un régime anticommuniste. Les deux Corées étaient dirigées par des dictateurs qui rêvaient de réunir la Corée sous leur propre régime. Staline, qui avait maintenant la bombe atomique, n'avait peur de rien et il donna la permission d'attaquer la Corée du Sud à Kim Il-sung. Une invasion surprise fut donc lancée le 25 juin 1950. Avec l'aide soviétique, le Nord prit le contrôle de Séoul en 3 jours. L'ONU créa rapidement une force d'urgence pour sauver la Corée du Sud. Elle était composée de 16 pays. La Corée du Sud, les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, la Thaïlande, la Turquie, la France, la Colombie, la Nouvelle-Zélande, la Belgique et plein d'autres pays. Mais les autres pays... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Ils débarquèrent et repoussèrent les soviétiques jusqu'au nord de la péninsule coréenne. Mais la Chine craignait que l'ONU continue son chemin vers son pays. Elle a alors envoyé 500 000 soldats en Corée du Nord. Pour riposter, les États-Unis envisagèrent l'option de la bombe atomique, mais ne voulaient pas risquer une destruction mondiale totale. Les communistes repoussèrent l'OTAN alors jusqu'à l'ancienne frontière. Puis ils se sont retrouvés dans une impasse, où ils sont restés jusqu'à ce que les deux Corées acceptent enfin de travailler sur des accords de paix en 2018. Aux États-Unis, le général Eisenhower fut élu par les Américains pour lutter face au communisme en 1952. Un an plus tard, Staline meurt d'une hémorragie cérébrale, tout comme Lénine. Le nouveau chef Nikita Khrouchtchev, qui détestait Staline, lança alors une gigantesque campagne de déstalinisation. Toutes les statues de Staline furent abattues. Stalingrad fut renommé en Volgograd. Mais surtout, il annonça qu'il voulait que le peuple soit heureux. Et ça, c'est cool. Vous vous demandez sans doute, mais comment est-ce qu'il a fait ça? En réprimant toute possibilité d'exprimer son avis politique, ainsi que tous les soulèvements. Ainsi, un soulèvement en Allemagne de l'Est fut réprimé, une révolution en Hongrie fut réprimée, et les manifestations en Pologne furent réprimées. Si vous vous dites que c'est absolument débile et que ça n'a aucun sens, je vous réponds. C'est normal en Russie. De retour en URSS, il a cependant permis plus d'expression culturelle, mais ensuite commença à interdire des choses en se basant sur ses goûts personnels. Il interdisait entre autres toute chose qui lui déplaisait. L'Occident avait d'abord aimé le vent de fraîcheur apporté par Khrouchtchev, mais les événements mondiaux ont vite détérioré leurs relations. Les deux parties s'espionnaient beaucoup, et ce tout au long de la guerre froide. Le KGB avait ainsi des espions et des informateurs partout, connaissant alors presque chaque aspect de la vie des gouvernements occidentaux. Ensuite, c'est la fameuse course à l'espace qui a commencé. Tout le monde a paniqué lorsque la Russie a lancé le premier satellite au monde et envoyé un homme dans l'espace. Pire encore, les soviétiques semblaient avoir un plus grand nombre de missiles que les américains. Les tensions augmentèrent encore plus lorsque les deux parties transformèrent leurs bombes atomiques en bombes à hydrogène. En 1960, les Américains ont décidé qu'ils voulaient un nouveau président qui serait encore plus dur avec le communisme. Ils ont donc élu Kennedy. L'Union soviétique faisait progresser sa technologie, mais tout l'argent allait à l'armée et pas au peuple, et c'était l'un des principaux problèmes. La vie sous le communisme était toujours aussi dure, et Berlin était resté dans le même état qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le contraste entre l'Ouest économiquement prospère et l'Est en difficulté était plus net de jour en jour. Les Berlinois de l'Est pouvaient encore voyager à l'Ouest, librement, et bon nombre d'entre eux y restèrent. Des milliers d'Allemands partaient à l'Ouest, et cela causa une perte de main-d'œuvre soviétique pesant sur l'économie de l'URSS. Il fallait donc réagir au plus vite.
Premièrement, Khrouchtchev a tenté de menacer Kennedy, mais sans succès. Les soviétiques ont ensuite décidé de construire un mur qui séparera les deux Berlins. Les Berlinois se réveillèrent et virent des barbelés séparant les deux Berlins. Au fil du temps, un mur a été construit. Faisant partie de l'accord entre les deux camps, les diplomates américains étaient toujours autorisés à se rendre à Berlin-Est. Mais soudainement, les gardes frontaliers de Berlin-Est ont commencé à leur refuser le retour vers l'Ouest. Et ça, c'est pas réglo. En octobre, les chars américains roulèrent jusqu'au point de passage à Checkpoint Charlie pour une démonstration de force. Les soviétiques firent de même et les camps étaient dans une impasse. Ils sont restés ainsi pendant des heures et le monde se préparait pour la Troisième Guerre mondiale. Mais ils ont ensuite lentement reculé les chars pour éviter une guerre, parce que les deux camps étaient un minimum intelligents. À Cuba, une révolution a eu lieu et le pays devint communiste. Et les États-Unis n'ont pas vraiment apprécié le fait qu'il y avait un pays de l'URSS juste en dessous de chez eux. L'Union soviétique avait plein de missiles, mais ils ne voulaient pas atteindre les États-Unis. Cuba, qui avait peur des États-Unis, a fait une alliance avec l'Union soviétique, et les soviétiques ont ramené des missiles à Cuba. Les États-Unis ont compris ce que faisaient les soviétiques, et ils savaient que s'ils essayaient d'attaquer Cuba, cela finirait en guerre nucléaire. Ils voulaient éviter ça à tout prix. Les États-Unis ont donc commencé à bloquer les navires soviétiques qui allaient vers Cuba, et ont aussi préparé des plans pour l'envahir. Les soviétiques étaient prêts à attaquer les États-Unis, mais ont annulé au dernier moment l'attaque. Les États-Unis, de leur côté, avaient finalisé leur préparation pour attaquer Cuba. Khrouchtchev dit alors à Kennedy que s'ils enlevaient ses missiles de la Turquie, ils enlèveraient leurs missiles de Cuba. C'était un peu plus compliqué que ça, mais au dernier moment, les États-Unis et l'Union soviétique se sont mis d'accord. On venait une nouvelle fois d'éviter la destruction mondiale. Peu de temps après, Kennedy a été assassiné, et Khrouchtchev a été remplacé par Léonid Brezhnev. Les États-Unis et les Soviétiques ont signé un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, ce qui a été très rassurant pour le monde. Après l'assassinat de Kennedy, Johnson devint président. Il a arrêté d'une crise de développement à l'Est, le Vietnam. Dans les années 50, les Vietnamiens ont dégagé les Français une bonne fois pour toutes, et le pays a été divisé en deux. Dans le nord, un régime communiste, et dans le sud, un régime anticommuniste. Les deux Vietnams étaient dirigés par des dictateurs impitoyables, et leur rêve était de réunir le Vietnam sous leur propre régime. Tiens, ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être Le nord attaquait le sud, et les Américains avaient deux choix. Laisser le sud ou défendre ce dernier. Et ils ont choisi de faire le second choix. C'était une longue et brutale guerre. Dans l'histoire de la guerre froide, le Vietnam fut l'un des plus grands conflits. Au Moyen-Orient, l'Union soviétique a fourni une aide contre l'Israël pendant la guerre des 6 jours, et de nouveau quand les États-Unis sont revenus pendant la guerre du Yom Kippour. En Afrique, la guerre civile en Angola a vu les États-Unis supporter l'Afrique du Sud, combattant contre les Cubains, eux supportés par l'Union soviétique. Et les États-Unis ont continué à combattre le communisme au Nicaragua. Les deux pays n'ont jamais arrêté de s'affronter indirectement pendant cette guerre. Cependant, vers la fin des années 60, les États-Unis étaient une nation qui avait changé, à cause du mouvement hippie. Et la majorité des Américains n'ont pas aimé que les États-Unis prirent part à la guerre du Vietnam. En 1968, Richard Nixon fut élu. Comme le Vietnam semblait être ingagnable, et à cause de la horde de hippies qui manifestait, Nixon a commencé à faire revenir des troupes. Quelques années plus tard, le sud du Vietnam chuta. En Russie, une grosse partie du budget allait toujours dans l'armée, et les peuples restaient affamés. En plus, ils étaient en train de perdre la course à l'espace. Les deux parties devaient réduire leurs dépenses pour sauver leur économie, donc il y eut un apaisement des hostilités. En 1976, les Américains ont eu Jimmy Carter. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de tension entre les deux blocs. De nouveau, comme à leur habitude, l'Union soviétique réprima plusieurs tentatives de rébellion dans le bloc de l'Est. En 1979, les soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Les Jeux olympiques ont été boycottés. Et en 1980, Ronald Reagan a été élu par les Américains. Ça commence à faire beaucoup de présidents là. Les États-Unis ont commencé à se préparer pour la guerre et Ronald a voulu faire avancer la technologie de guerre. Tu parles de ce Ronald là ? Non ! De plus en plus, les relations entre les Soviétiques et les Chinois se détériorèrent, ce qui était une bonne nouvelle pour les États-Unis. Quand Brezhnev mourut,
Il a été remplacé par plusieurs personnes qui mouraient successivement jusqu'à arriver au fameux Gorbatchev. Sa philosophie était différente de tous les dirigeants qui l'ont précédé. Il avait senti que le système soviétique et son économie étaient en difficulté parce que le peuple soviétique ne trouvait pas de plaisir à travailler parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Gorbatchev voulait que le peuple soviétique soit heureux. Mais contrairement à Khrouchtchev, il le fit pour de vrai. Les gens pouvaient à présent critiquer le gouvernement librement. Ils savaient également que la course à l'armement devait prendre fin pour sauver l'économie soviétique et que de bonnes relations avec l'Ouest devaient être établies. Des réformes en Hongrie ont été acceptées par Gorbatchev pour planifier des élections. La Pologne a ensuite continué. À Berlin-Est, les gens réclamaient de la liberté. Les manifestations ont commencé et le 4 novembre 1989, c'est un demi-million de Berlinois qui étaient dans la rue. Cette pression sur le gouvernement était trop grande et le 9 novembre, ils ont pu enfin voyager librement à l'ouest. Ce mur qui avait séparé des familles, des amis, des couples pendant des années a enfin été détruit. En 1990, l'Allemagne était réunifiée. Des élections en Bulgarie, une révolution en Tchécoslovaquie et en Roumanie, tout se transformait au sein du bloc communiste. Entre-temps, George Bush a été élu aux États-Unis. Gorbatchev avait donné au peuple la liberté de manifester, et ils l'ont fait contre la règle du parti unique. Et Gorbatchev l'abolit pour le peuple. Pour la première fois de l'histoire depuis longtemps, des candidats soviétiques qui ne faisaient pas partie du parti communiste pouvaient participer aux élections. Un ambitieux rival à cette élection était Yeltsin, qui était pour la démocratie. Maintenant ça va être un peu compliqué parce que la dissolution de l'Union soviétique est un peu complexe. Donc on va résumer grossièrement. L'Union soviétique était constituée de petites républiques soviétiques, et la plus grande était la Russie. Yeltsin a été élu président de la Russie. Il débuta une lutte contre Gorbatchev et l'Union soviétique. Les partisans du communisme étaient horrifiés par ce qu'autorisait Gorbatchev. Ils l'ont donc kidnappé pour récupérer le pouvoir. Mais Yeltsin les a rattrapés et Gorbatchev a été libéré. Yeltsin entre-temps créa la Fédération de Russie et fit un pacte avec la Biélorussie et l'Ukraine pour dissoudre l'Union soviétique. Et c'est ce qui marquait la fin de la guerre froide.